La tombée de la nuit s'accompagnait de bruits tous plus étranges les uns que les autres, à vous faire frissonner. Le pire d'entre eux était la mélopée aux morts qui s'élevait des baraquements des ouvriers. Quand l'un d'entre eux disparaissait, sa famille et ses amis se rassemblaient autour d'une bouteille de rhum et se lamentaient en chantant des gospels. Tous les jours, ils prenaient le petit déjeuner ensemble et ils se regardaient en sachant très bien que le soir, il y en aurait un ou deux qui manqueraient. Tous les jours. Quand je me dis que j'ai survécu au canal de Panama, je lève les mains au ciel et je dis merci mon Dieu. Parce que j'aurais pu mourir plus d'une fois. Les semaines passaient et le taux de mortalité ne cessait d'augmenter. Gossels finit par faire construire une ligne de chemin de fer qui montait au cimetière de Mount Hope pour pouvoir y transporter les corps plus facilement. Longtemps après avoir quitté le Panama, Rose van Hardeveld se demandait encore comment elle et Jan avaient pu réussir à vivre dans de telles conditions. Plus d'une fois, se rappelait-elle, leur engagement auprès de ce projet avait vacillé. Ils songèrent sérieusement à plier bagages quand Jan perdit un de ses plus chers amis. Pourquoi s'acharner à rester, pensait Rose. Après tout, ce canal verra le jour, avec ou sans nous. Les Américains étaient confrontés à un vrai problème. Toute la main-d'œuvre blanche qui arrivait pour y travailler repartait presque aussitôt. Ils n'aimaient pas travailler au Panama. Et je crois que jusqu'en 1907, le turnover était de 100% parmi les employés blancs. Cela compromettait la réussite du projet. Pour y remédier, on essaya d'équiper les maisons de tout le confort possible. C'est seulement au cours de l'été 1908 que Jan et Rose trouvèrent une vraie raison de rester. Elle se présenta sous les traits d'une coquette maison neuve, construite dans une jolie rue bordée d'arbres. La maison était propre et confortable, se rappelait Rose. C'était la maison que tout père de famille américain rêvait d'offrir à sa famille. Au fur et à mesure, les conditions de vie s'amélioraient. On vit d'abord arriver des réfrigérateurs, l'électricité, et même des maisons YMCA construites par le gouvernement où l'on pouvait jouer aux cartes, au billard et emprunter des livres. On organisait des bals le samedi soir et des parties de baseball le dimanche. On comptait plus de 3 douzaines d'églises et des centaines de clubs et de fraternités, telles que la Fraternité des Hommes du Chemin de Fer, les Anciens Compagnons, des maisons d'hôtes et les Chevaliers de Pythias. Rose se souvenait que tous ces efforts portèrent leurs fruits. Les Américains restaient plus longtemps au Panama. Leurs familles venaient les rejoindre et les amitiés se tissèrent. Nous finîmes par former une joyeuse clique, disait-elle, et rien ne nous paraissait plus important que ce grand projet que l'on voyait vivre, avancer et se réaliser. Voilà quelle était notre vie. Le canal devenait la risée de plus en plus d'Américains qui n'y voyaient qu'une représentation utopique des États-Unis. Ils lisaient des articles élogieux qui vantaient la joie de vivre des ouvriers, le confort de chacun. Mais en réalité, il s'agissait d'un État très autocratique. Aucune liberté d'expression, interdiction de créer des syndicats, un pouvoir de plus en plus centralisé. Le gouvernement américain était en train de créer une main-d'œuvre d'usine redoutablement efficace, au service d'un incroyable projet qui allait marquer à jamais l'isthme de Panama. Il n'y avait aucune démocratie. Mais en même temps, ce qui devait être fait était fait. On déplaçait des montagnes. Les choses avançaient. En 1911, le canal avait fait des progrès significatifs et les gros titres des journaux du monde entier. Soudain, on vit accourir des 4 coins du monde des flopées de touristes qui voulaient admirer de leurs propres yeux cette merveille d'ingénierie. Comme s'exclama un visiteur ébahi, les Américains étaient en train de prendre la plus grande liberté qu'on ait jamais prise avec la nature.
De toutes les géniales performances du canal, aucune ne fascinait autant que ces immenses écluses que l'on avait surnommées les imposantes portes d'entrée du canal de Panama. Ces écluses sont d'immenses structures en béton, avec des conduites souterraines incroyablement sophistiquées. Elles constituaient le plus grand défi d'ingénierie, le plus grand projet d'ingénierie que la Terre ait alors jamais porté. Au total, il aura fallu 5 millions de sacs et de tonneaux de béton afin de construire les écluses, les barrages et les déversoirs. Préparé sur place, puis versé dans de gigantesques seaux d'une contenance de 6 tonnes, le béton était ensuite hissé sur des grues immenses qui le transportaient et le coulaient. L'écluse de Gatun nécessita à elle seule plus d'1,5 million de mètres cubes de béton, c'est-à-dire de quoi construire un mur de plus de 3 mètres de haut et qui pourrait faire au moins 4 fois le tour de l'île de Manhattan. Leur taille dépassait tout ce qu'on avait pu construire auparavant. C'était là que se trouvait le vrai défi. Certaines idées étaient franchement ingénieuses, comme par exemple faire en sorte que les portes des écluses soient creuses et imperméables, ce qui les rendait bien plus légères et diminuait le poids que devaient supporter les charnières. Bien qu'elles ne fassent pas loin de 25 mètres de haut, elles étaient si bien équilibrées qu'un moteur de 40 chevaux suffisait pour les actionner. Tout fonctionnait à l'électricité, ce qui était assez révolutionnaire pour l'époque. Les usines n'en étaient même pas encore là. Cette électricité était générée par un système hydroélectrique installé au niveau des déversoirs et qui suffisait à actionner les portes. C'était un petit bijou d'ingéniosité. Ces portes sont plus qu'un amas de béton, écrivait un observateur. Elles représentent la foi et le courage de ceux qui se sont battus contre le doute et l'incrédulité. Elles portent en elles l'audace et l'énergie d'une grande nation. Elles sont l'accomplissement d'un rêve multiséculaire et la promesse d'une croissance toujours plus grande. C'est au printemps 1913, presque 9 ans jour pour jour après le premier coup de pioche des Américains, que les travaux de finition du canal de Panama purent commencer. En mai, les pelleteuses à vapeur numéro 222 et 230 se retrouvèrent enfin au milieu de la coupe de Culebra. En juin, on scella l'ultime déversoir du barrage de Gatun, permettant ainsi au lac de Gatun de prendre toute sa place. En août, on fit sauter les digues situées aux deux extrémités et les océans s'engouffrèrent à l'intérieur des terres. En septembre, on fit le premier essai d'éclusage depuis le port de Colonne jusqu'au lac. À la fin de l'été, la seule portion du canal qui était encore à sec était les 14 km de la passe de Culebra. Sa mise en eau était prévue pour le lundi 10 octobre. Dès le début de l'après-midi, on vit une foule s'amasser à Gamboa, sur la rive du lac Gatun. Des ouvriers et leurs familles, des hauts dignitaires des États-Unis, des touristes qui n'avaient pas hésité à venir d'Europe ou d'Asie de l'Est. À 14 h, le président Woodrow Wilson, suivant une astuce mise au point par un journaliste, devait appuyer sur un bouton depuis son bureau de la Maison-Blanche qui enverrait par télégramme l'impulsion électrique qui ferait exploser le barrage de Gamboa et permettrait aux eaux du lac Gatun de se déverser dans la passe. Nous pouvions voir encore quelques hommes s'activer tout près du barrage. À quelques mètres d'eux se trouvait l'entaille de la coupe, d'une profondeur encore relative. De petites vagues venaient lécher la rive, comme si le lac était impatient de pouvoir se libérer d'une partie de sa surcharge. La tension montait. Comme Jan van Hardevelde le confia à Rose, cet événement pourrait aussi bien être un succès historique qu'un échec historique. Qui sait? À Gamboa, il était 14 h. Il y eut d'abord un silence recueilli. Personne n'osait plus parler.
Puis, on entendit un grondement sourd, un boum étouffé. Une triple colonne de fumée et de gravats monta dans le ciel et redescendit gracieusement des deux côtés du barrage, telle une fontaine. La foule poussa spontanément un long cri de joie et de soulagement, et immédiatement je sus que ce cri resterait gravé dans ma mémoire. Quand l'eau commença à se déverser dans la coupe, les hommes jetèrent leurs chapeaux en l'air. Nous avons vu Yann et l'ingénieur en chef de la coupe se serrer la main. Tous deux étaient en larmes. Nous étions tous très émus. L'ouverture officielle du canal était prévue pour le 15 août 1914. Mais 12 jours auparavant, un bateau, le Cristobal, fit un dernier test et emprunta le canal dans toute sa longueur. Il devint le premier bateau à transiter depuis le Pacifique jusqu'à l'Atlantique par le canal de Panama. C'est assez impressionnant de passer ces écluses. On pointe le bout de son nez, et ce sont 100 000 mètres cubes d'eau qui s'échappent dans les déversoirs sous la force de la gravité et vous font monter de 10 mètres ou plus. Quand on se trouve sur un de ces bateaux et qu'on le sent monter, il faut du temps pour réaliser ce qui est en train de se passer. Notre bateau est en train de franchir une montagne. C'est hallucinant. Ce canal avait nécessité plus de 10 années d'un labeur harassant et incessant, coûté plus de 350 millions de dollars, ce qui était à l'époque la plus grosse somme qu'un État ait jamais dépensée, et ôté la vie à plus de 5000 hommes. Mais ce succès avait projeté les États-Unis sur le devant de la scène mondiale et annonçait l'émergence, à l'aube de ce siècle, d'une nouvelle puissance. Ce canal était un symbole pour les Américains. Il réunissait tous les savoir-faire dont les États-Unis étaient si fiers, en termes de puissance, de technologie, de détermination, d'organisation, et dont ils sont toujours aussi fiers aujourd'hui. Et tout cela, ils le mettaient au service du monde entier. Cela faisait 500 ans que les hommes en rêvaient. C'était maintenant fait. L'Atlantique et le Pacifique étaient à jamais reliés. Les États-Unis s'étaient emparés de la place de première puissance mondiale. Cet événement s'est produit à un moment pivot de notre histoire. L'échec français a en quelque sorte été le dernier sursaut de l'âge victorien, largement dominé par l'Europe. L'ouverture du canal américain avait inversé l'équilibre des pouvoirs dans le monde, et le siècle américain pouvait vraiment commencer. Sans Theodore Roosevelt, il est certain que le canal de Panama n'aurait pas vu le jour. Cependant, le président n'eut jamais l'occasion de le voir achevé. Retenu par une expédition en Afrique du Sud, il ne put être présent le jour de l'inauguration officielle, et il ne renouvela jamais sa visite au Panama. Quant aux dizaines de milliers d'Antillais qui avaient quitté leur île pour venir construire le canal, ils rentrèrent simplement chez eux, avec souvent aussi peu d'argent en poche que quand ils étaient arrivés. Le chantier avait été une véritable torture pour les mineurs. Mais c'était devenu une des merveilles du monde. Et mon grand-père et ses contemporains avaient conscience d'avoir participé à un des projets les plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. Ils y étaient pour quelque chose, et ils en étaient fiers.